Ils vous ont caché l'essentiel. Ils vous ont menti sur à peu près tout. Le système diffuse un flot mondial continu d'informations conditionnant les esprits. En fait, le système veut que vous soyez des producteurs-consommateurs sans libre arbitre, vous réduisant ainsi à un chiffre dans un business plan. Ils veulent que vous soyez servis. Lorsque TV Liberté donne la parole et ouvre son large auditoire à des hommes libres qui se lèvent pour faire entendre une autre vision, elle est censurée par YouTube et attaquée financièrement. Leur dessein est clair, ils veulent nous faire taire. On cherche à nous asphyxier financièrement car nous perturbons leur endoctrinement. En 2020, nos frais de défense ont été multipliés par 4. Au cours de ce premier semestre, l'assurance que nous avions en janvier de finir l'année sans difficulté a été remise en cause par une offensive massive d'avocats au service du système. Alors, il n'appartient qu'à vous d'en décider autrement, en finançant TV Liberté, qui se bat pour votre droit à une information libre et indépendante. Grâce à vos dons, nous libérons les esprits de la propagande mondialiste par une information alternative. Alors, aidez-nous, en avant, à l'attaque! Ce qu'il vient de se passer est affolant, terrifiant, incompréhensible. Ce qu'il vient de se passer ne permet plus d'être heureux, optimiste, joyeux. Nous ne pouvons qu'être profondément traumatisés par ce qu'il vient de se passer. Commençons par le commencement. Nous le savons depuis à peu près un demi-siècle, l'enfant est roi, il faut donc lui laisser une liberté totale, car l'éducation des parents est fondamentalement coercitive et écrase la personnalité de l'enfant, et donc l'adulte qu'il sera. La seule solution est de le laisser totalement libre. En conséquence, il est absolument interdit d'exercer à son encontre toute violence physique, évidemment. La fessée, la tape sur la joue, le coup de pied dans le derrière, tout cela est définitivement interdit et l'enfant peut attaquer en justice des parents qui se livreraient à de telles aberrations. Et nous ne pouvons que donner raison à l'enfant qui attaque ses parents en justice. Dieu merci, jusqu'à ces derniers jours, un consensus général régnait sur ce sujet. L'État, l'éducation nationale, les médias, les familles avaient définitivement intégré le principe de l'enfant roi. Et a surgi soudain l'abominable affaire de Tain. Le Manu sort en courant de sa voiture, sur le mode adolescent attardé qu'il est, et se précipite sur une petite assemblée pour serrer quelques mains. Et là, enfer et damnation, un jeune homme le soufflette. Scène insoutenable, qualifiée de juste, horrible, épouvantable, atroce par presque tous les médias, par presque toute la classe politique, par presque tout le monde. Et cela est justifié. Comment accepter qu'un jeune homme gifle un enfant adolescent qui s'amuse en plus à jouer au chef de guerre covidique? Spectacle insoutenable. Et là, je dois le dire, la réaction fut magnifique. Tout d'abord, le souffleteur fut jeté à terre sans ménagement par des costauds du service d'ordre et bien malmené à terre. Et c'est normal, des fois que le souffleteur est tenté d'égorger Manuchon avec l'ongle de son pouce. Ces costauds-là, il faut les envoyer dans les quartiers chauds, dans les quartiers brûlants, ils feront merveille. Ensuite, le système politico-médiatique s'est mis en branle. Un extrémiste sûrement de droite avait osé souffleter le Manu. Il faut le pendre. Puis, le dangereux terroriste de Tain a immédiatement été condamné à de la prison ferme et incarcéré. Ça tombe bien. Le gouvernement avait libéré des places de prison en libérant notamment des djihadistes semeurs de mort. Enfin,
Le Manuchon fut ovationné par les spectateurs de Roland-Garros à son arrivée pour assister au tournoi de tennis. Il fallait montrer l'amour inconditionnel des Français pour l'ado. Ces Français-là, en l'occurrence, étant plutôt les grands bénéficiaires de la déconstruction manuchonique de la France. Conclusion. Pour éviter au Manu gamin de se faire souffleter à nouveau, il serait charitable de le renvoyer à la crèche de son quartier en 2022. Sur cette conclusion intéressante, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Ça commence à sentir un peu fort les herbes de Provence en PACA. Que se passera-t-il si Thierry Mariani, le candidat du RN, est élu? La Méditerranée va-t-elle déborder, le ciel s'assombrir et la terre trembler? Pour le moment, nous n'en savons rien, mais il y en a certains qui se préparent. À commencer par les artistes, de gauche. Bon, mais artistes et de gauche, c'est le même combat, donc ça n'est pas la peine de le préciser. Et en particulier, ceux qui sévissent année après année à grands coups de subventions dans la Cité des Papes. J'ai nommé les organisateurs du Festival d'Avignon, la plus célèbre manifestation de gauchisme théâtral de notre beau pays. Monsieur Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon, l'a annoncé tout net. Nous refuserons toute subvention venant d'un conseil régional dirigé par le Rassemblement national. Et cela, même si la subvention devait s'élever à 3 140 000 €, montant actuel de la dite subvention. Pour dire cela, M. Py s'est drapé dans son auguste dignité d'artiste. Artiste subventionné, oui, et même grassement, mais pas par n'importe qui. Non mais quand même. Parce qu'il ne faut pas rêver, tous ces braves gens, générateurs de haine de classe et de médiocrité ou nullité artistique, ne tiennent année après année que grâce aux subventions publiques qui les font exister et qui leur donnent l'illusion d'être utiles à la société. Mais ce que je trouve comique dans l'histoire, c'est que, à sectaire, sectaire et demi, comme dirait Tante Gertrude. En l'occurrence, pour l'instant, Mariani n'a absolument pas annoncé son intention de couper les vivres au Festival d'Avignon. Il estime, peut-être à tort d'ailleurs, que ce festival existe, qu'il draine du monde, qu'on peut aimer ou pas, mais qu'il fait partie du paysage culturel et n'a donc pas vocation à disparaître du jour au lendemain. Finalement, Thierry Mariani est plutôt tolérant. En revanche, c'est Olivier Py qui ne l'est pas du tout. À gauche, la tolérance, c'est OK, mais pour les gens qui pensent comme eux. Et à gauche, on a le droit de penser pique-pendre de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Ce qui est assez comique au second degré, c'est que ce monsieur pique-pendre se propose en fait de s'auto-censurancer si le RN gagne. C'est une bonne nouvelle. Avec un peu de chance, la victoire du RN en PACA permettrait donc, sans fournir le moindre effort et sans bouger le petit doigt, de se débarrasser de tous ces spectacles faussement provoques, laids, mal bâtis, dégoulinants de politiquement correct et de mise en scène bancale aux droits LGBT. Toutes ces laideurs destructrices du beau, qui sont le logiciel du Festival d'Avignon, pourraient certainement aller voir ailleurs si le RN n'y est pas. Alors rêvons, Avignon redeviendrait peut-être une ville fréquentable au début de l'été, sait-on jamais. Je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà que les féministes se mettent elles aussi au « en même temps ». D'un côté, on crache sur le gouvernement, les institutions, les organismes publics qui ne font pas le boulot. Et de l'autre,
On refile des formations à ces mêmes gouvernements, institutions et organismes publics pour se faire des sous-sous sonnants et trébuchants. Caroline de Haas, l'une des égéries du mouvement féministe, est toujours la première à montrer les crocs et à sortir des énormités pour défendre le droit des femmes à ne plus être des femmes et celui des hommes à être coupables par définition. C'est elle qui nous expliquait il y a peu qu'un homme sur 2 ou 3, elle n'en est pas très sûre, est un agresseur. Ce n'est pas le scrupule scientifique de la statistique qui l'étouffe, la brave dame. Madame de Haas a exercé tout plein de fonctions passionnantes. Secrétaire générale de l'UNEF, fondatrice et porte-parole de l'association Oser le féminisme, conseillère au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem. De belles références. Elle a ainsi obtenu, par ses éminentes relations, qu'un protocole sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique soit signé, intégrant la possibilité d'actions de formation ou de sensibilisation. Et devinez, c'est qui va les organiser, ces actions de formation ou de sensibilisation? L'amie Caroline, bien sûr, toujours là au bon endroit, quand il faut et comme il faut, puisqu'elle a, comme par hasard, un cabinet spécialisé là-dedans. Un cabinet avec des collaborateurs, ou plutôt, devrais-je dire, des collaboratrices, triés sur le volet. Que des femmes. Non, ce n'est pas sectaire. Que des hommes, ça aurait été sectaire. Que des femmes, ça ne l'est pas. Avec un tel régiment, Caroline de Haas forme et sensibilise tout le gratin. Matignon, Grenelle, les préfectures, les agences publiques, Le Monde, HEC, toute l'élite bien pensante passe sous son rouleau compresseur. Elle y met tellement d'énergie qu'elle finit par se rendre odieuse chez à peu près tout le monde. Même Marlène Schiappa, l'amie Marlène, la plantureuse Marlénou d'amour, commence à ne plus pouvoir la voir en peinture. Une référence. Caroline de Haas, la féministe harceleuse qui harcèle pour dénoncer le harcèlement, le tout aux frais du contribuable, aura réussi ce miracle, rendre la Marlénou presque sympathique. Sur cette conclusion enthousiasmante, je vous souhaite une très bonne soirée. Il y a quelques mois, les forces turco-azerbaïdjanaises, lourdement armées et utilisant à grande échelle des drones qui lui avaient été fournis par Israël, écrasaient en quelques semaines la courageuse résistance militaire arménienne. Les bombardements avaient été intenses, la force mécanique des assaillants s'était révélée implacable. L'Arménie chrétienne perdait la guerre au prix de milliers de morts et de blessés et au prix d'importantes destructions. Le monde occidental n'avait évidemment pas bougé. Les agresseurs étant musulmans, ceux-ci pouvaient expliquer cela. Cette défaite arménienne s'est traduite par l'absorption, par l'Azerbaïdjan, d'un territoire hautement stratégique, véritable pistolet pointé sur le cœur de l'Arménie. Tout cela avait un petit parfum de fin des années 30, lorsque l'Allemagne nazie grignotait consciencieusement des portions de territoire au nez et à la barbe des puissances européennes qui laissaient faire lâchement. Or, il se trouve que l'Azerbaïdjan poursuit actuellement sa politique d'agression. Ces soldats pénètrent comme ils le veulent dans le territoire arménien, avancent tranquillement en commettant des exactions diverses et variées et fortifient sans complexe leur conquête. Tout cela sur fond de silence assourdissant de la part du monde occidental qui n'a manifestement pas envie de mourir pour l'Arménie. Il faut répéter que ce pays est chrétien quand les envahisseurs sont musulmans. Comme je le disais tout à l'heure, ceci peut expliquer cela. Pourtant, l'Union européenne est à l'évidence en première ligne dans un tel conflit. L'Arménie est un bastion chrétien que les Turcs ont essayé de détruire définitivement lors de l'épouvantable génocide durant la Première Guerre mondiale, au cours duquel
1,5 million d'Arméniens ont été massacrés par les Turcs dans des conditions atroces. La moindre des choses serait que l'Union européenne protège ce peuple martyr. D'autre part, les bientôt 100 millions de Turcs musulmans frappent en permanence à la porte de l'Union pour la dominer. Pour cette raison, parmi tant d'autres, l'Union européenne devrait intervenir dans ce conflit. Cela dit, ne nous faisons aucune illusion, le monde occidental en général, l'Union européenne et la France en particulier, ne voudront en aucun cas mourir pour l'Arménie. À la fin des années 30, les socialistes français, pacifistes et inconscients, déclaraient publiquement qu'il ne fallait pas mourir pour Danzig et laisser Adolphe tranquille. L'on connaît la suite de cette déclaration d'une stupidité historique, l'épouvantable Seconde Guerre mondiale. Puissions-nous ne pas répéter indéfiniment de telles erreurs aussi dramatiques, il serait sans doute très important que nous acceptions d'agir en prenant le risque que nous ayons à compter des morts. Car, à terme, la lâcheté qui consiste à ne rien faire pourrait s'avérer catastrophique. Je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà 5 ans que ça dure. 5 ans. C'est long, 5 ans. Un quinquennat. On en fait des choses en 5 ans, comme mettre la France KO par exemple, comme le fait Macrominus Ier sur le sujet. Il s'y connaît, le gamin. Voilà donc 5 ans que les autorités publiques ont décidé de fermer une mosquée salafiste installée dans les quartiers nord de Marseille. Et cela fait 5 ans que les représentants de cette mosquée se moquent de cette décision comme de l'an 40, époque bénie à laquelle nous n'avions pas à gérer ce genre de problème. En dépit de l'arrêt de fermeture, les fidèles continuent à venir. Pour les services de renseignement, la messe est dite, si je peux me permettre. Il s'agit d'un lieu de prière fondamentaliste qui avait pris pour guide l'imam Doudi, expulsé vers l'Algérie en 2018. Une référence en la matière. Les renseignements sont au courant, le ministère est au courant, la police est au courant, tout le monde est au courant. Mais ça ne change rien, la mosquée est toujours ouverte et personne n'a l'intention de faire en sorte que ça bouge. Quel besoin, dans ces conditions, de s'embarquer dans un énième projet de loi comme celui de la loi contre le séparatisme qui ne s'appelle plus loi contre le séparatisme? Quel besoin, puisque de toute façon, la nouvelle loi ne sera pas plus appliquée que l'ancienne. Le cas n'est pas nouveau. Il y a quelques années, une école hors contrat fondamentaliste avait connu exactement le même sort à Toulouse, l'école Al-Badr, Al-B-A-D-R. Je ne sais pas comment cela se prononce, Al-Badr, la bande à Bader, je ne sais pas. Cette école était censée fermer, mais ne fermait pas. Je suis prêt à parier 10 kebabs qu'elle est toujours en activité. On pourra toujours décider toutes les fermetures possibles et imaginables. Si personne ne met les menaces à exécution, ça revient à jouer du cornet à piston farci à la graisse de hérisson, comme dirait le capitaine Haddock. Il y a tout ce qu'il faut dans l'arsenal législatif actuel. Il suffit de s'en servir, mais il est sûr qu'il est bien plus tentant de pondre de nouvelles lois. Cela permet de venir pourrir la vie de bonnes gens qui n'ont rien demandé. Car la loi contre le séparatisme, qui ne s'appelle plus la loi contre le séparatisme, viendra mettre son nez dans la vie de plein de cathos bien sympas qui ne sont pour rien dans tout ce bazar. On va toucher à la liberté pédagogique et à l'instruction en famille, juste pour faire genre. Et pendant ce temps-là, les mosquées salafistes, officiellement fermées, seront toujours ouvertes, comme les écoles coraniques officiellement interdites, seront toujours ouvertes. Ce bazar, ça fait 5 ans que ça dure, et même en fait beaucoup plus que 5 ans. Si nous pouvions éviter d'en reprendre pour 5 ans de plus, j'avoue que ça ne serait pas de refus. Je vous souhaite une excellente soirée.